Et c'est parti pour cette 5e course. On l'appelle Pâté. Il maîtrise les informations hippiques et sait faire les bonnes combinaisons. Il détecte les meilleurs chevaux autant que les meilleurs jockeys. C'est un véritable turfiste qui rate rarement sa cible en ce jour où la course sera âprement disputée par les meilleurs pur sang de l'année. Voyons maintenant s'il va galoper vers la fortune. Avec le PMU, galoper vers la fortune. Interdit aux moins de 18 ans. Bonjour chers internautes et bienvenue à Sunugal 24 et à votre émission The Change Makers Club, émission dédiée aux jeunes entrepreneurs. Pour ce nouvel épisode, je ne reçois pas un entrepreneur, mais plutôt un jeune journaliste sénégalais ayant capitalisé plus de 2 ans d'expérience dans le fact-checking. Ce n'est personne d'autre que As Momar Lo. Bonjour Aziz. Bonjour Zé. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et comment ça se passe? Ça va, très bien, on gère. Vous allez bien? Alhamdulillah. Je rappelle à nos chers internautes qu'aujourd'hui, on va parler du phénomène de la désinformation. Quelque chose qui gangrène aujourd'hui nos communautés et même dans le monde. Et c'est un fléau. Et aujourd'hui, Asmo Marlo est là. Je pense que cet échange même sera très fructueuse et édifiante. Je l'espère aussi. Et ma première question est la suivante. Asmo Marlo, c'est quoi le fact-checking? Alors, de façon très simple, le fact-checking, c'est un procédé, une technique à part entière de vérification des faits. Les faits que l'on reçoit dans l'espace public et qui ont été diffusés à travers un média en tout cas. Donc ce que cela veut dire, c'est que nous à Africa Check, je travaille à Africa Check, c'est un organe de fact-checking, de vérification des faits, la première et la principale en Afrique. Nous sommes là depuis 2012. Donc notre travail consiste à vérifier les informations qui sont publiées dans les médias, surtout quand ces infos-là ont été données par des personnages publics qui sont capables d'impacter le débat public. Alors, c'est important, je le dis, parce que nous pensons que notre travail doit quand même avoir un impact. Par exemple, nous ne voyons pas l'intérêt de vérifier, en tout cas, une fausse info qui a été donnée par un aslo que personne ne connaît. Mais à la différence, si c'est un personnage public, que ce soit un politique, un artiste, ou bien quelqu'un, en tout cas, qui est célèbre, là, nous prenons vraiment la peine de vérifier si ce qu'il ou elle dit est vrai, parce que ça peut impacter sur le débat public. Et en tant que journaliste, vous restez toujours fidèle à votre travail? Vous êtes des historiens de quoi? De la réalité? En quelque sorte, pour être sobre, je suis journaliste vérificateur des faits. Je m'efforce de vérifier les faits. Donc le fact-checking constitue une pratique de la vérification des faits. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a inspiré de vous lancer dans le journalisme? À la lumière, en tout cas, de mes études au CESTI, où j'ai passé 2 ans pour être formé en tant que journaliste. Pour moi, pour être honnête, le journalisme n'a jamais été un rêve d'enfant. Je connais beaucoup de monde qui ont toujours rêvé d'être journaliste, mais vous savez, j'étais au département d'anglais. Après des années d'études là-bas, je ne savais pas où mettre les pieds, je n'avais pas de repères. Par la suite, l'opportunité d'aller au CESTI s'est présentée. Je me suis dit, pourquoi ne pas la saisir? Donc je peux dire que je suis tombé dedans, le journalisme, je suis tombé dedans, mais là j'apprends quand même à aimer le métier et je peux dire que là je l'aime beaucoup. Donc je suis fier de dire que je suis journaliste. Vous vous épanouissez bien. Exactement, c'est le mot. On va parler du fact-checking qui est sans doute un concept et le fact-checking a aussi des origines anglo-saxonnes. Pouvez-vous nous parler un peu des origines anglo-saxonnes du fact-checking? Parce que dans le monde francophone, c'est tout à fait quelque chose de nouveau. Absolument, c'est nouveau. Rien qu'en Afrique, je pense que ça a commencé seulement en 2012, quand Africa Check est venu. Mais je pense que dans les années 20, en tout cas, il y avait un magazine anglophone américain du nom du The Time Magazine. Yeah. Eux, ils s'intéressaient déjà à la véracité des faits, aussitôt que les années 20. Mais ce n'est qu'au tournant du XXe siècle, en tout cas au début des années 1900, que les médias américains ont réellement commencé à s'intéresser au degré de véracité des faits.
Et puis en Afrique, on a commencé la pratique en 2012 à Africa Check. Une précision pour les internautes qui nous suivent. Si vous devez définir le fact-checking en français pour le monde francophone, parce que nous sommes suivis un peu partout dans le monde, ici à Sunugal 24, de façon très simple et détaillée. Le fact-checking, c'est quoi? C'est la vérification des faits, des informations véhiculées par les médias. Et la plupart du temps, il s'agit d'affirmations, de déclarations faites par des personnages publics, par des personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont capables d'avoir un impact sur le débat public. Je disais que quand quelqu'un de célèbre dit quelque chose, les gens ont tendance à le croire, sans pour autant prendre la peine de le vérifier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de vérifier ce qui est dit par les personnages publics. Quelle est la différence du fact-checking en Afrique en comparaison du fact-checking dans le reste du monde? Alors, connaissant bien le fact-checking aux États-Unis que j'ai eu l'honneur de vérifier en 2019, par exemple, si on prend un média comme le Washington Post, je pense que durant tout le règne du président Trump, qui a duré 4 ans, ils ont eu à le checker. Par checker, je veux dire, ils ont eu à vérifier ce qu'il dit dans les médias au moins 30 000 fois durant 4 ans à la tête des États-Unis. Donc les figures publiques ne sont pas du tout libres au XXIe siècle. Il ne s'agit même pas de liberté, mais il s'agit de responsabilité, à mon sens. Vous prenez comme quelqu'un Donald Trump. C'est spécialisé dans le mensonge, dans les faussetés, dans les fake news. Donc lui, en moyenne, ces 30 000 affirmations sur 4 ans correspondaient à 21 fausses affirmations par jour. Vous vous imaginez un président qui fait 21 fausses affirmations par jour. Ça, c'est quand même très grave. Maintenant, ceci dit, si vous prenez le Washington Post à côté, eux, ils sont capables de faire tout ce travail-là, vérifier des milliers d'affirmations sur un mois ou une année. Ça, c'est impossible de le faire au Sénégal. Si vous prenez le travail que nous faisons à Africa Check, si je veux vérifier une info, il m'arrive de passer des mois à vérifier une seule information, une seule affirmation. Il m'arrive parfois de passer moins de temps, 1 semaine, 2 jours, 3, ça dépend en tout cas de la disponibilité des données. Le problème est que nous avons un pays, certes, mais il y a beaucoup de domaines où nous n'avons même pas de données disponibles. C'est le domaine de la santé mentale, des accidents routiers, en tout cas par ratio donné sur une année. Mais là, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de domaines où nous n'avons même pas de données au Sénégal. Dans ce contexte-là, il devient difficile de faire du fact-checking au rythme des fact-checkers dans les autres pays comme la France ou les États-Unis. Voilà à quoi ressemble le fact-checking au Sénégal. Votre travail n'est pas du tout une tâche aisée, Aziz. Alors, pas du tout, hein? Mais on s'y fait. Hein? Une notion clé dans le fact-checking est la fausse information ou la fake news. Oui, je pense qu'il faut quand même insister là-dessus parce que une information peut ne pas être une fake news. Par là, je veux dire, si un personnage public fait une fausse déclaration sans aucune intention de tromper, là, on peut dire qu'il s'est trompé. Donc, c'est une fausse information. Par contre, la fake news, elle a toujours une intention de manipulation. De nuire. Voilà, de nuire, de manipuler les gens. Donc, il y a toujours cette intention manipulatrice derrière une fake news. Et souvent, la fake news, elle est colportée sciemment par des personnes qui ont des objectifs précis. Qui ont des fins, qui ont des objectifs. Absolument. Mais qui va nuire à des tierces personnes. En tout cas, c'est leur objectif de départ. En tout cas, qu'ils l'atteignent ou pas, une fake news a toujours cette intention-là de manipuler les gens. Donc, je peux en déduire que toute personne peut être... Nous sommes tous faillibles à la fausse information. Ouais, on est exposé. On est exposé, nous sommes tous exposés. Je dirais exposés. qu'on est exposé, hein, d'où l'intérêt de vérifier les faits que nous recevons. Je voudrais que vous reveniez un peu sur la différence. Y a-t-il une différence entre une fausse information et une fake news encore, pour la confirmation? Nous avons des gens qui nous suivent actuellement et le phénomène de la désinformation ne cesse de faire des dégâts à l'image d'un train abandonné de son conducteur actuellement dans Je le le monde. redis et je le confirme. Une fausse information peut émaner de tout le monde, que ce soit fait de façon volontaire ou pas. Moi, je peux sortir et dire dans les réseaux sociaux, par exemple, donner un mauvais chiffre sur l'électrification rurale au Sénégal, sur la santé, la politique. Ça, c'est une fausse Une fausse information. Mais il se peut que mon intention de départ N'est pas de nuire. soit louable, voilà, n'est pas de nuire. Donc là, c'est une fausse fausse information. Par contre, si je me lève et que j'ai cette envie-là de manipuler les gens,
Vraiment, là, ça devient une fake news parce qu'il y a cette intention manipulatrice derrière. Par rapport à l'opinion, Voilà. par rapport à une cause ou par rapport à une question. Ouais, ça dépend. Ça m'amène à ma quatrième Quatrième, question, ouais. Aziz. Quelles sont les réelles motivations derrière ces gens-là quelles sont les réelles motivations derrière Les gens ces qui acteurs, derrière les créent fake les news? fake Ouais. Et d'où provient-elle? Ouais. Avant d'en venir à la provenance, je vais parler de leur motivation. C'est très simple. Les fake news, ça rapporte. Ça rapporte quoi? Beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'en 2019, il y avait une ONG américaine du nom du Global Disinformation Index. Ils font des études sur tout ce qui est désinformation et l'impact que le phénomène a. Ils ont estimé à 245 millions d'euros 245 millions d'euros. de revenus publicitaires qui s'affichent sur les sites de désinformation. C'est pour te dire à quel point c'est un business qui est Donc lucratif, c'est une industrie à la limite. Mais absolument. Il y a d'ailleurs une enquête qui détaille cela. Ça s'appelle Fake News, la machine Afrique. On peut toujours consulter ça sur Internet. C'est juste pour que vous ayez une idée à quel point ça rapporte. Ça rapporte beaucoup d'argent. Ça permet à des gens de vivre de leurs mensonges tout en créant des fake news. Et le plus triste dans ça, c'est qu'il y a des grandes marques, en tout cas dans le monde, qui voient leur publicité se retrouver dans des sites de désinformation, dans de grands sites de fake news. Si on prend par exemple un site comme le Gateway Pundit, un site américain qui en moyenne a pas moins de 50 millions de visiteurs par mois, eh ben, les organisations se disent que nous gagnerons à afficher nos publicités sur ce site qui a plus de 50 millions de visiteurs par mois, tout simplement pour pouvoir toucher en tout cas un public très large. Donc ça, c'est une raison parmi tant d'autres qui fait que les gens créent des fake news. Et quelles sont les motivations réelles de ces personnes derrière ce phénomène-là, de la désinformation? Il y a de pauvres innocents, des gens qui ne sont pas capables de distinguer la bonne information de la fausse information. Quelles sont les motivations? Et ces gens deviennent des victimes de la désinformation. Maintenant, pour les gens qui créent la désinformation, à part les motivations pécuniaires, en tout cas, certains peuvent avoir cette envie d'avoir de l'influence sur les réseaux sociaux ou tout simplement d'être célèbre, en tout cas d'être écouté, donnant libre cours à leur besoin d'éprouver un désir d'importance. Tout ça, c'est des raisons parmi tant d'autres qui font que les gens créent des fake news. C'est juste une question d'estime de soi, de notoriété, de se faire connaître en dehors de la dimension pécuniaire. Quelles sont les possibles conséquences? Alors, les conséquences... de la désinformation, les possibles conséquences. D'abord, d'abord, c'est le fait de disposer d'une mauvaise info. Moi, je pense qu'ici, personne n'aimerait qu'un médecin, en tout cas quand on est malade, qu'un médecin lui prescrive un faux traitement ou une fausse posologie d'un médicament. Personne n'aimerait ça. Parce que tout simplement, les informations que nous recevons, nous prenons des décisions de tous les jours sur la base de ces informations-là. Parfois, les infos que nous recevons ont un impact sur nos choix politiques, culturels. Donc, le fait de recevoir une fausse info peut nous mener à faire des choix erronés. Il y a aussi une autre conséquence plus dangereuse. Les fake news peuvent avoir des conséquences sur la vie humaine. En tant qu'acteur du milieu, pouvez-vous nous parler de quelques cas pratiques, là où des fake news ont entraîné des événements tragiques? Absolument. Je peux donner l'exemple d'un événement qui s'est déroulé au mois de mai 2021 en Côte d'Ivoire, où une fausse vidéo qui a été publiée, en tout cas ils ont dit dans la vidéo que la vidéo montre des citoyens ivoiriens en train d'être torturés au Niger. Des citoyens ivoiriens en train d'être torturés au Niger. C'est ce qu'on a dit dans la vidéo, alors que c'est faux. C'était une fake news. C'était une fake news. Et ce que ça va engendrer, pour parler des conséquences, ce que ça a engendré, c'est que des populations de la Côte d'Ivoire, de plusieurs quartiers d'Abidjan, se sont attaquées à des citoyens du Niger. Et ces affrontements ont malheureusement créé un mort et beaucoup de blessés. Donc là, ce n'est nullement un événement isolé. Ça s'est répété plusieurs fois. Je peux parler de l'événement qui s'est passé en 2018 en Inde, où un canular diffusé sur WhatsApp disait que, en tout cas, une ethnie donnée
Ces gens-là, en tout cas, ce qu'ils faisaient, c'est kidnapper des enfants d'autres communautés. Ce que ça a fait, c'est que les gens d'autres communautés-là se sont attaqués à cette ethnie visée à travers ce canular. Donc, en l'espace de 2 mois, plus de 20 personnes ont été tuées. À cause encore d'une fake news. D'une fake news. D'ailleurs, c'est ce qui avait mené WhatsApp à l'époque à créer la fameuse fonctionnalité qui vise à limiter à 5 le nombre d'utilisateurs avec qui vous pouvez partager une info en même temps. Si vous remarquez sur WhatsApp, quand vous partagez une info, que ce soit une photo ou une vidéo, vous ne pouvez pas la partager avec plus de 5 personnes en même temps. Donc c'est cela qui avait mené WhatsApp à faire ça, amené WhatsApp à faire ça. Il y avait aussi, les exemples sont tellement nombreux, aussi en Iran ça s'est passé. Donc c'était au début du coronavirus, vous savez, il y avait beaucoup de faux remèdes qui étaient promus dans les réseaux sociaux. Et les gens disaient que le fait de boire de l'alcool, ça en tout cas réduisait les effets néfastes de la Covid. Et l'Iran, qui est un pays musulman, les gens majoritairement musulmans. Les gens ne voulaient pas directement boire de l'alcool, alors ils l'ont mixé avec de l'eau de Javel. Et par la suite, quand les gens ont commencé à boire ça, des centaines de personnes sont mortes. Ils ont perdu la vie. Absolument, tout ça à cause d'une fake news. C'était juste pour te parler des effets, en tout cas vraiment néfastes, qui peuvent découler d'une fake news. Il y a tellement d'exemples. C'est tellement tragique, c'est tellement tragique. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de votre métier? Oui, surtout la principale, en tout cas à mon niveau, c'est les lenteurs dans le travail et la non-collaboration des personnes ressources, en tout cas des personnes qui ont donné les affirmations que nous vérifions. Je disais tout à l'heure qu'il m'arrive de passer des mois, des semaines à vérifier un seul fait. Ça, c'est difficile dans le contexte sénégalais où il y a vraiment un manque de données. C'est quoi vous êtes confronté à un déficit de répondants? On peut dire ça. Et je comprends ça aussi, pour ne pas juger personne. C'est que souvent, ces données-là ne sont pas disponibles. Et aussi, il y a des sujets sensibles sur lesquels les gens ne sont pas forcément disposés à parler pour plusieurs raisons. Donc voilà, ça c'est une difficulté, le fait de pouvoir avancer alors que les données ne te le permettent pas. À la lumière de tout ce que vous venez de donner comme cas pratique, les tragédies et les drames, les pertes en vie humaine occasionnées par les fake news, il y a une étude qui a été menée à l'MIT, Massachusetts Institute of Technology, de Boston par une équipe de chercheurs. Il semblerait qu'une fausse news postée sur Twitter voyage 6 fois plus vite. Il semblerait que voyage 6 fois plus vite qu'une bonne information. Votre lecture? C'est vrai. D'ailleurs, je l'expliquais dans un blog que j'avais fait sur les événements s'étant déroulés en Côte d'Ivoire au mois de mai. J'ai même eu à éplucher cette étude-là dont tu parles. Et l'étude dit clairement que, en tout cas sur Twitter, une fausse info voyage non seulement 6 fois plus vite qu'une bonne info. Cela veut dire qu'une vraie info met 6 fois plus de temps pour atteindre 1500 personnes. La cible recherchée. Voilà. Donc, ils ont pris en moyenne 1500 personnes. Donc, il y a aussi, à part ça, le fait que les fausses infos sur Twitter ont plus de 70% de chances d'être retweetées que les vraies. Et ça, il y a des études qui ont confirmé que les gens, en réalité, ils sont plus enclins à partager les informations qui les réconfortent dans leurs croyances et leurs opinions. Donc, les gens, ils ne trouvent en tout cas aucun intérêt à partager des infos qui les contredisent. Moi, je pense que nous devrions plutôt mettre à jour nos connaissances au lieu de nous agripper à nos connaissances si elles sont erronées. Donc, je vois un travail en amont que ces personnes qui sont derrière les fake news la font par rapport aux motivations des uns et des autres. C'est vraiment du ciblage derrière. Absolument. Ces gens ont des cibles vraiment précises. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui créent ces fake news-là ont des objectifs précis. Ce n'est pas comme quelqu'un qui crée un média afin de faire du vrai journalisme. Ça, c'est coûteux. Le fait d'engager des journalistes, des techniciens, de faire des reportages, les frais de déplacement et tout, ça, c'est beaucoup d'argent. Et le fait de créer une fake news, on peut le faire en 30 minutes. Et ça ne va requérir qu'un ordinateur et de la connexion Internet. Donc, le fait de créer des fake news, c'est moins coûteux que le fait de produire une vraie information.
C'est vraiment aberrant ce que vous nous dites là, monsieur. Il y a vraiment intérêt. Nous avons une sensibilisation à faire, nous avons un travail de fond à faire. En tant qu'acteur du milieu, une fois encore, Aziz, pouvez-vous nous donner des techniques et des stratégies que l'on pourrait utiliser, nous autres, qui sont le citoyen lambda qui n'est pas un professionnel de l'information et de la communication, afin de pouvoir détecter une bonne information d'une fausse information, technique et stratégie. Qu'est-ce que vous allez suggérer? Absolument. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment des techniques rudimentaires que tout le monde peut faire. Ce n'est pas seulement le fact-checker qui doit être le spécialiste de la désinformation. Moi, je pense que le travail que nous faisons, si nous sommes seuls à vouloir débusquer tout ce qui est fausse info tous les jours, c'est comme vouloir arrêter la mer avec ses bras. Ça, c'est impossible. C'est pourquoi, dans nos articles, nous prenons le soin d'expliquer aux gens comment nous vérifions les faits. Par exemple, moi, quand je vérifie une fausse photo ou vidéo, j'explique dans mon article comment j'ai fait pour débusquer cette fausse information-là. Source à la base. De façon à ce que celui qui me lit puisse faire ça dans l'avenir. Donc, pour en venir aux techniques, d'abord, quand on voit une information suspecte que l'on reçoit d'une autre personne, la première chose que l'on pourrait faire, c'est demander à cette personne-là d'où provient cette info. La source. La personne, en tout cas, qui nous a envoyé ça. Comment est-ce que tu as fait pour obtenir l'info? Alors, tu vas voir que pour la plupart du temps, la réponse sera... Voilà, c'est comme ça que je l'ai reçu. Donc, je te l'envoie comme tel parce que je me fais du souci pour toi. Donc, une fois que nous avons demandé cela, je pense qu'il serait intéressant d'aller sur Google, par exemple. Si je vois une info, je donne juste un exemple, selon laquelle Kim Jong-un est mort, parce qu'il y a quelques mois, la rumeur circulait. Il suffit d'aller sur Google et de taper, d'essayer d'avoir des infos basiques sur ça. Ça, vraiment, n'importe qui peut le faire. Si c'est vrai, si une telle info d'une telle ampleur est vraie, forcément, les grands médias, les médias internationaux et crédibles vont en parler. Ça, c'est sûr et certain. Alors, si on ne voit rien par rapport à cette info-là, on peut, par exemple, se rapprocher des fact-checkers, comme à Africa Check, leur poser la question à savoir est-ce que cette info-là est vraie ou pas. Ça, c'est un. Maintenant, quand il s'agit d'une image, d'un contenu médiatique. Une image, contenu médiatique. Je peux recevoir une image sur WhatsApp. Moi, je ne sais pas si elle est authentique ou pas. Ce que je peux faire avec mon portable, c'est très simple. Je peux télécharger ce qu'on appelle des applications de recherche d'images inversées. C'est une technique pour vérifier la source d'une image. Quand j'ai l'image sur mon téléphone, je peux ouvrir n'importe quelle application, que ce soit Yandex ou bien Google Images, TinEye, tout ça, c'est des applications qui nous Pouvez-vous répéter pour les chers internautes, nos amis qui sont connectés, répétez ces applications-là, on en a besoin. Google Images, Google Images, Yandex et TinEye. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Donc, je peux soit faire ça avec mon portable ou avec mon ordinateur. Par exemple, je vais sur Google Images. Google Images va te demander d'importer l'image que tu veux vérifier. Automatiquement, si c'est une image qui est nouvelle, ça va te montrer si l'image a des versions antérieures à cette version que vous avez. Si c'est une image qui est vieille, ça va vous faire ressortir toutes les versions de l'image qui ont été utilisées auparavant, de façon à ce que vous pourrez vérifier le vrai contexte d'une image. Je parle de contexte parce que, je donne juste un exemple. En Afrique du Sud, je pense qu'il y a un an, il y avait en tout cas des mouvements de tout le bruit autour de la xénophobie. La xénophobie. Beaucoup d'images circulaient censées montrer les Sud-Africains s'attaquer à des étrangers. Brûler des êtres humains vivants. Eh bien, il se trouve que la plupart de ces images véhiculées étaient fausses. Pas fausses dans le sens où c'est une image montée, mais c'était dramatisé. C'était des vraies images, mais le contexte était détourné. Par là, je m'explique. C'est souvent des images qui datent de longtemps, ou bien qui ont été prises du moins dans des pays qui ne sont pas l'Afrique du Sud. Et forcément, les événements n'étaient pas liés à la xénophobie. Maintenant, ce sont ces mêmes images qu'on avait utilisées pour dire voilà ce qui s'est passé en Afrique du Sud, alors que ces images n'ont rien à voir avec les faits. Donc ça, c'est dangereux parce que les gens vont poser la question. Mais la question, c'est que ce que l'image dit, c'est vrai ou pas? Non, là n'est pas la question. En réalité, on devrait nous demander, est-ce qu'on peut soutenir de vrais arguments avec de fausses preuves? C'est non. Quand on fait un débat et qu'on veut
en tout cas prouver une cause, on ne peut pas utiliser de faux arguments. On est obligé d'utiliser des arguments factuels. D'où l'intérêt d'utiliser les bonnes images pour prouver qu'un fait s'est déroulé. Maintenant, quand il s'agit d'une vidéo, on peut utiliser un logiciel comme InVid. On peut utiliser ça via Google ou n'importe où. Alors, ce qu'InVid fait, elle fragmente la vidéo que vous avez en capture d'écran, de façon à ce que vous pourrez après faire une recherche d'image inversée de ces captures d'écran-là. Et à la suite, vous verrez si la vidéo correspond au réel contexte qui est annoncé dans le post d'origine. C'est juste quelques techniques parmi tant d'autres. Pour être une personne qui génère des fake news, c'est toute une science derrière. Les gens profitent des circonstances pour inclure des vidéos ou bien des images pour atteindre une certaine fin. Alors, certains le font sciemment, d'autres le font de façon involontaire. C'est ce que je disais. Si c'est fait vraiment de façon involontaire, là, ça devient une fausse info. Mais quand c'est fait sciemment avec l'intention de manipuler... Ça, c'est une fake news. Exactement, on a une fake news. Votre crédibilité est toujours remise en cause. Par des fact-checkers. Par des fact-checkers, la légitimité, qui sont-ils, de quel droit disposent-ils? À la lumière du débat qui opposait Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Zemmour qui est un bashing, qui ne fait que bâcher et critiquer les fact-checkers. Je voudrais juste vous demander, qui disait que les fact-checkers doivent être même checkés. Checkons les fact-checkers. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à son assertion? Alors, pour quelqu'un qui connaît en tout cas ce qu'on appelle les marchands de doute, c'est des politiciens souvent colporteurs de fake news, à l'image de Trump, Jair Bolsonaro, Éric Zemmour. Nous savons tous que c'est des gens où le fait de passer des fake news, en tout cas c'est un art où ils sont passés maîtres. Mais pour autant, quand Zemmour dit par exemple qu'on doit checker les fact-checkers, là se pose une question. Le fait de vérifier un fait, ça doit être un travail sérieux, rigoureux, doublé d'une vérification et d'une confirmation auprès de spécialistes de la matière. En tout cas, quand on vérifie un fait, on ne peut pas être forcément amené à faire une course avec le temps. Si nécessaire, on doit prendre tout le temps nécessaire afin de vérifier pas seulement l'info auprès d'une seule source, mais auprès de plusieurs sources disponibles. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle mon ex-chef Hassan Diagne disait que le fact-checking, c'est du journalisme lent. Parce que nous ne sommes pas dans la course contre le temps, où tout est instantané. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, à mon sens, quand il y a un débat télévisé, quand il y a des sources disponibles qui permettent de vérifier les faits, pour permettre aux journalistes de faire du live-checking, de la vérification instantanée, en tout cas d'un débat, tant mieux si les sources sont disponibles. Mais par exemple, s'il y a une seule source qui est disponible, alors que s'il y a beaucoup de sources disponibles, alors que nous ne sommes basés sur une seule source, ça peut certes vérifier un fait, mais ça peut amener les gens à avoir des doutes. Moi, je préfère que l'on, en tout cas, cherche s'il y a toutes les sources qui sont disponibles, pour regrouper tous ces faits-là, afin de voir si toutes les sources disponibles permettent de vérifier un seul fait qui a été annoncé. D'ailleurs, je pense qu'au sortir de ce débat-là entre Zemmour et Mélenchon, Zemmour n'a pas été d'accord que les fact-checkers aient vérifié ses propos, parce que selon les checkers, il avait tort. Mais aussi, ce que j'en déduis en tant que fact-checker, c'est qu'il est plus que jamais important de prendre tout le temps nécessaire afin de vérifier un fait, même si, quitte à ce que cela ne soit pas possible de faire du checking instantané. Moi, je pense que l'essentiel, c'est d'amener les gens à avoir la bonne information et pas d'être dans une course contre la montre ou le temps. Checker, vérifier des informations, vraiment est un exercice qui demande beaucoup d'efforts. Pour élucider quelque chose, pour éclairer quelque chose, ça demande un travail très, très, très soutenu. Quel est le lien que vous établissez aujourd'hui entre la vérification de l'information et l'utilisation des réseaux sociaux qu'en font la jeunesse? Le lien que vous pouvez établir? Vous savez, les réseaux sociaux sont même devenus des tribunaux de la conscience, en tout cas un lieu où tout le monde peut donner son avis sur n'importe quoi. Donc chacun a sa télévision dans sa poche? Mais c'est ça, et nous sommes tous devenus des spécialistes des questions, d'où le phénomène de l'ultra-crépidarianisme. Donc je pense qu'il est important
que quand même, parfois on accorde du crédit aux spécialistes d'une question donnée, même si cela ne va pas nous empêcher de nous faire une idée d'une information donnée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, il est très facile de voir une info ou de la relayer, ou de la créer, ou même de la partager. Donc avant de faire pareille chose, ce serait intéressant d'abord de s'en tenir aux faits. Et après que, par exemple, supposons que nous ayons donné une fausse info, ou que nous l'ayons partagée, après que nous ayons rencontré une vérification qui nous contredit, au lieu de continuer à nier cette vérité-là, moi je pense que nous devrions plutôt mettre à jour nos connaissances. C'est vrai que les gens sont de plus en plus divisés politiquement et cela n'arrange pas les choses. Cela complique le travail des fact-checkers, sans mentionner la vitesse à laquelle une fake news se propage. Donc il est important, à mon avis, de pouvoir toujours être disposé à mettre à jour ses connaissances, surtout sur les réseaux sociaux. Donc les gens sont forcément amenés à croire les infos qui les réconfortent dans leurs opinions et leurs croyances. Mais je pense qu'il est plus que jamais important de prendre au sérieux une info quand elle est vérifiée et au lieu de continuer à rester dans la négation, plutôt de rester dans l'acceptation après avoir rencontré un article qui contredit nos croyances. Mais avec l'avènement des smartphones, même les personnes qui n'étaient pas extraverties sont devenues extraverties parce que chacun, c'est la course au scoop dans le monde du journalisme, la une. Et le citoyen lambda qui est là, qui n'a pas un peu cette présence d'esprit-là de prendre un recul, chacun veut être le premier à être informé. C'est pour cela que nous tombons tous dans ce piège des fake news. Et absolument, c'est une course au scoop. Et malheureusement, il y a des journalistes qui tombent dans ce piège-là, d'où l'intérêt, à mon avis, de pouvoir, en tout cas, si possible, autant que cela puisse se faire, en tout cas, je ne dirais pas installer des cellules de fact-checking dans les médias, parce que ce n'est pas n'importe quel média qui peut faire ça, mais de faire en sorte que le journaliste, avant de diffuser de la véracité d'une information, cela aiderait beaucoup, par exemple, le public profane. Moi, je ne considère pas le public comme responsable, parce que le public, je le considère comme une victime de la désinformation. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a le temps et la capacité de vérifier les infos. Et l'angle de traitement de l'information par rapport aux intérêts des uns et des autres. Ça aussi, ça importe. Aslo, pensez-vous aujourd'hui que nos jeunes gens, on doit inclure cette pratique-là, si je ne vais pas dire l'éducation ou l'alphabétisation, entre guillemets, de nos jeunes gens dans le fact-checking? Devrions avoir des ateliers dans les collèges et les lycées? Commençant juste par les collèges et les lycées, de façon hebdomadaire aujourd'hui. Vous avez, en tant qu'ONG, une responsabilité sociale d'aider les communautés. Et si on commençait aujourd'hui avec les acteurs de l'éducation, le ministère de l'éducation, je pense qu'au Sénégal, on pourrait vraiment jouer notre rôle de façon substantielle et aider les uns et les autres, ne serait-ce que de prendre en compte cette pratique-là. Mais on gagnerait absolument à faire pareille chose. D'ailleurs, à Africa Check, je pense que nous avons formé des milliers de journalistes et membres de la société civile. Donc, je pense que si nous faisons pareille chose, nous préparons la génération à venir à pouvoir mieux débattre des faits de façon factuelle. Et d'ailleurs, dans les écoles de journalisme comme le CESTI, le fact-checking est devenu une discipline à part entière. Et c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Je ne vais pas vous dire, nous sommes au terme de cette émission, je vais vous demander juste votre dernière intervention de l'articuler comme un message que vous allez lancer à ce jeune internaute qui nous suit actuellement par rapport au traitement de l'information. Vous avez la parole. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ne croyez pas toutes les informations que vous recevez. Doutez de tout. Et une maxime que j'ai lue dans un manuel de désinformation dit que doutez de tout. Même si votre mère vous dit qu'elle vous aime, doutez-en. Alors cela c'est exagéré, mais c'est juste pour dire qu'il faut toujours douter de tout. Même si c'est le président qui le dit ou l'artiste du coin, peu importe la source d'une info, avant de la croire ou de la relayer, doutez-en d'abord. Merci Asmomar Lo. Pour rappel, j'étais avec Asmomar Lo. Nous parlons du phénomène de la désinformation. Et merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour un prochain numéro à Sunugal 24 et à votre émission de Change Makers Club. Merci et bonne soirée.
Et c'est parti pour cette 5e course. On l'appelle Pâté. Il maîtrise les informations hippiques et sait faire les bonnes combinaisons. Il détecte les meilleurs chevaux autant que les meilleurs jockeys. C'est un véritable turfiste qui rate rarement sa cible en ce jour où la course sera âprement disputée par les meilleurs pur sang de l'année. Voyons maintenant s'il va galoper vers la fortune. Avec le PMU, galoper vers la fortune. Interdit aux moins de 18 ans. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax